Et si nous appliquions quelques principes issus du monde de la vente à la compréhension psychologique? En effet, il existe un youtubeur particulièrement talentueux, connu, respecté dans le domaine de la vente et de l'entrepreneuriat qui s'appelle Alex Hormozi. Il a démarré en lançant des salles de gymnastique, de fitness, et petit à petit, il a grandi pour maintenant être spécialisé dans le rachat d'entreprises pour les faire grandir et les revendre ensuite encore plus cher. C'est quelqu'un qui a un esprit déterminé, centré sur des objectifs, qui va au bout des choses et qui de temps en temps publie du contenu éducatif. Et il a un record du monde l'année passée, lors du lancement de son dernier livre, du plus grand nombre de personnes connectées en live à un événement pour le lancement d'un livre. Et je faisais partie de ce live. J'ai étudié en fait son travail pour essayer de comprendre les aspects psychologiques qu'il y a derrière. Et j'ai choisi quelques exemples de son travail pour vous faire réfléchir à l'application clinique qu'il pourrait y avoir derrière ces principes. Par exemple, il dit que pour proposer un produit à la vente, il faut qu'il y ait une douleur, il faut qu'il y ait un point de friction, un problème que la solution vendue résout. Et on peut retrouver ça dans le soin, c'est-à-dire que ce qui amène vraiment les gens à consulter, c'est effectivement une douleur. Mais il dit que c'est plus facile de comprendre la personne en face si on a soi-même aussi cette douleur. Il y a quelque chose de l'ordre chez les soignants d'avoir eu des problèmes et des difficultés qui permet de comprendre quelle est la vulnérabilité de l'autre derrière. Le problème, c'est qu'il ne faut pas calquer nos propres représentations ou nos propres remèdes. Ce qui a fait du bien pour soi n'est pas forcément ce qui va faire du bien pour l'autre. Mais par contre, le fait d'avoir des points de similitude dans la douleur permet de mieux comprendre, ou le fait d'avoir traversé des épreuves de vie permet de mieux comprendre ce que l'autre peut traverser aussi. Et Hormozi parle aussi de l'importance pour un vendeur d'avoir de la passion et d'avoir de la compétence. Nous retrouvons ça directement dans le soin, où un des ingrédients les plus importants du soin est l'engagement au service des malades et des compétences techniques à acquérir dans la formation initiale et dans la formation continue. Lorsqu'il parle de ses clients motivés, Hormozi parle de la motivation et de la capacité d'achat. Il parle notamment de 4 items fondamentaux. C'est la personne qui a effectivement un problème réel, qui a besoin d'être résolu, qui a un sentiment d'urgence à le résoudre, parce que si la personne veut le résoudre que dans l'année prochaine, ce n'est plus un client pour Hormozi. Ils ont l'argent disponible pour acheter ce produit, et c'est la personne qui a effectivement l'autorité et la décision de décider. Il explique que c'est la personne à qui on doit s'adresser pour réaliser une vente. C'est elle qui décide, qui a l'argent, qui a le besoin et qui a le besoin rapidement. Si j'applique ce principe aux soins, si je compare, il y a quelque chose de très similaire lorsque les soignants veulent proposer un traitement. Il sera mieux accepté si la personne est en capacité de décider pour elle-même. L'argent, pas tellement, c'est pas un sujet parce que sur la prescription par exemple des médicaments, le remboursement par la sécurité sociale permet d'éviter ce problème à la personne qui a besoin de se soigner. Et ensuite, il y a le besoin d'avoir ce médicament, le bénéfice attendu et le degré d'urgence perçue, c'est-à-dire de volonté de s'en sortir rapidement. Et c'est là où nous nous confrontons dans la pratique clinique à parfois des personnes qui ne décident pas d'elles-mêmes, qui ont abdiqué ce pouvoir de décision à leur conjoint ou à leur conjointe, ou à leurs amis, ou alors qui perçoivent un problème mais qui ne veulent pas s'en occuper maintenant, une forme de procrastination, ou alors ils voudraient bien s'en occuper maintenant, mais ils ne perçoivent pas réellement la profondeur du problème. Ils sous-estiment l'ampleur du problème. Et on le retrouve aussi bien en diabétologie, qu'en douleurs chroniques, qu'en troubles mentaux ou dans d'autres spécialités. Il y a quelque chose dans la chronicité qui amène du déni, qui amène de la procrastination, qui amène parfois du sabotage et qui fait que pour un soignant, c'est pas la peine de trop insister à mettre un traitement si c'est pas le moment, si la personne n'est pas hyper motivée ou c'est pas le moment d'arrêter une substance à laquelle la personne est addicte si elle n'est pas encore prête. Et on doit plutôt travailler à amplifier cette motivation, à amplifier cet engagement et cette implication pour soi-même et à favoriser l'autonomie des patients, c'est-à-dire que chacun décide pour soi-même ce qu'il met dans sa bouche. C'est une loi fondamentale d'information, de consentement éclairé des patients et de liberté de choix. Et la seule exception à ça, c'est les enfants, c'est les parents qui décident, c'est les patients sous tutelle, pour qui la tutelle décide, et c'est les patients qui ont un trouble psychiatrique qui empêchent leur discernement. À ce moment-là, c'est les psychiatres qui décident à leur place. Un autre principe important pour Hormozi, c'est la qualité du produit. Pour lui, il doit être unique, ça veut dire que l'offre doit être particulièrement spéciale et différente pour que les autres ne puissent pas la vendre aussi. Il faut que la qualité entraîne de la fidélité et donc des achats récurrents. Il faut favoriser un prix plus élevé pour justement pouvoir assurer cette qualité grâce à une marge suffisante qui permet d'investir dans la production d'un produit de qualité. Et le transport doit être le plus court et le moins cher possible pour minimiser le temps et la charge de transport. Là, dans le soin, on ne peut pas trop appliquer ces principes parce qu'il y a la déontologie médicale et il y a l'importance aussi que les soignants
et un certain degré de compétence minimale, de qualité, toutes et tous. Pas à chercher à être meilleur que les autres ou à être supérieur aux autres, c'est pas la peine. Il faut soigner selon les meilleurs standards de qualité des connaissances du moment, scientifiques, des publications, de la littérature. S'il manque des compétences, il faut aller les chercher, il faut aller se former, d'accord, très bien. Et ça nécessite souvent des formations. Mais on ne peut pas aller chercher particulièrement l'unicité, c'est pas, dans le soin, c'est pas éthique. Par contre, on peut chercher à s'adapter à chaque personne qu'on a en face et nous rendre unique pour chaque personne en face. Même si au fond on ne peut jamais à 100% comprendre l'autre, on peut au moins réduire les malentendus. Un autre grand principe pour Hermosi, c'est la manière de trouver des clients. Par exemple, est-ce que les gens déjà vous connaissent ou vous connaissent pas? Il dit que si les gens vous connaissent et que vous travaillez en one-to-one, c'est-à-dire une personne avec une personne, là, il n'y a rien de meilleur pour faire diffuser son travail que le bouche à oreille par connaissance interposée. Voire de demander aux gens, est-ce que tu connais quelqu'un qui aurait besoin de ce produit ou qui aurait ce problème? Il dit aussi que si les gens vous connaissent et que vous vous adressez par contre, vous vendez des produits à de nombreuses personnes, là c'est comme une communauté, comme les millions de personnes qui sont inscrites à sa chaîne YouTube. À ce moment-là, il dit le fait de publier du contenu gratuit régulièrement va augmenter les chances d'à partir de ce contenu gratuit de faire une vente supplémentaire. On le voit un petit peu dans le soin, ça, chez les influenceurs, médecins ou psychologues qui ont des millions de suiveurs, suiveuses, qu'ils offrent parfois du contenu gratuit pour se faire connaître. Et ça leur amène peut-être derrière des clients pour leur travail de fond. Tout le sujet éthique sur ce sujet dans le code de déontologie, c'est que le contenu envoyé doit être à visée d'éducation du grand public et ne doit pas être accrocheur au sens chercher une vente en tant que telle. Même si indirectement, ça amène quand même de la notoriété aux praticiens, forcément, y compris praticiennes et praticiens qui passent à la télévision par exemple. D'un côté, c'est de l'éducation et c'est bien parce que du coup les gens ont une information de qualité. Et d'un autre côté, évidemment, ça apporte de la notoriété à la personne médiatisée. Et quand il y a de la notoriété, il y a aussi de la crédibilité. Ça augmente la confiance, donc ça augmente les chances d'obtenir des clients. Donc il y a un sujet éthique là, il y a une zone grise là sur la manière dont doit se faire la prise de parole en public, ce que ça cherche derrière comme intention. Et je me souviens d'un médecin généraliste dont le blog avait tellement réussi qu'au bout d'un moment, à un moment de sa carrière, il avait arrêté de voir des patients pour résoudre ce dilemme éthique et continuer son blog qui avait de nombreuses personnes qui le suivaient. Pour Hermosi, lorsque les gens ne vous connaissent pas et que vous travaillez toujours one-to-one avec une personne, là, il appelle ça cold outreach. Ça veut dire aller chercher des nouveaux clients de la manière entre guillemets froide. Ça veut dire par exemple prendre le bottin et appeler les gens au hasard, acheter des listes marketing de contacts pour écrire à des personnes et tenter d'avoir un retour. Mais lorsqu'il vend par contre de 1, lui il vend à de nombreuses personnes d'un coup, comme par exemple un produit qu'il vendrait sur internet, là à ce moment-là, la manière de récupérer des clients c'est vraiment par de la publicité payante. La publicité payante est interdite pour les médecins, donc dans le milieu médical ça ne se fait pas, mais dans tout ce qui est dérivé comme les compléments alimentaires, comme les plantes, les tisanes, etc. Là, il n'y a pas vraiment de limitation et donc il peut y avoir tout à fait de la publicité avec quand même des règles sur ce qui est médicaments. On ne peut pas faire n'importe quoi comme publicité sur les médicaments. Il y a là aussi des règles, une législation très importante. Un praticien n'a pas le droit de faire la pub de sa pratique. Il dit aussi qu'il y a un cercle vertueux. À partir du démarrage, c'est la personne qui vend qui fait connaître son produit et qui diffuse avec les clients, avec des personnes affiliées, c'est-à-dire des sous-traitants qui vont continuer à vendre pour une commission. Ça peut être des employés ensuite, au bout d'un moment, quand l'entreprise croît. Mais ça peut aussi être les partenaires de travail, les fournisseurs, les agences de publicité. Il arrive un moment où si la qualité du produit est suffisante, c'est les autres qui vont parler de votre produit. Un peu comme un bon resto que vous découvrez, ou un bon boucher, vous allez commencer à en parler à vos voisins, voisines. Ah, j'ai trouvé un super resto, j'ai trouvé une super boucherie. Et donc, il y a un moment à partir duquel ce n'est plus vous qui faites parler de vous-même, c'est les autres qui parlent de vous. Dans le milieu du soin, on retrouve ça aussi, c'est-à-dire que quand un médecin généraliste s'installe, parfois il se fait connaître auprès des autres médecins de la région ou de ses amis, il dit voilà, je m'installe pour information si vous avez besoin de mes services pour vos patients. Mais au bout d'un moment, il n'y a plus besoin de faire ça. Parce que les gens par eux-mêmes en parlent autour d'eux et conseillent tel ou tel psychologue, tel ou tel dentiste. Cette notion de bouche à oreille, elle est très naturelle chez l'humain et elle fonctionne pour tous les domaines. À partir du moment où quelqu'un est satisfait de quelque chose, il va continuer à en parler en bien autour de soi. Et j'ai eu le cas récemment, j'ai parlé de boucherie parce que j'ai rencontré un boucher il n'y a pas longtemps qui, faute de clients, a pris beaucoup de temps avec moi pour discuter. Et il était très fier quand je l'ai complimenté
sur le rangement et l'hygiène de son plan de travail. Il m'a carrément fait rentrer dans son arrière-boutique jusqu'à la chambre froide pour me montrer la qualité d'application des règles d'hygiène et des normes HACCP du milieu alimentaire. Il provoquait presque la visite de contrôle d'hygiène tellement il était fier de son niveau d'hygiène. Mais quelque part, ça m'a marqué. Et je vous en parle là dans cette vidéo parce que ce monsieur m'a marqué. Donc ça, vous voyez comment le fait de parler de soi et de son travail en qualité, parfois amène indirectement, ça marque en fait, ça marque. Donc il faut toujours travailler en tant que clinicien à fournir aussi le meilleur accueil possible aux gens parce que la relation thérapeutique, elle est tout aussi importante que la technicité du geste que vous allez faire pour en fait apporter le soin qui est nécessaire à la personne. Au début d'une activité, Hermosi conseille de travailler dur d'abord, de faire de la qualité, quitte à même parfois aider les gens gratuitement, à pas demander à être prépayé. Tout ça pour réussir à avoir des résultats qualitatifs et ensuite avoir des témoignages, des retours. Et ensuite, c'est beaucoup plus facile de faire payer à partir du moment où vous avez un résultat de qualité. Dans le soin, c'est complètement différent. Dans le soin, on a une obligation de moyens. On est obligé de donner le maximum qu'on peut selon les connaissances actuelles de la médecine pour obtenir un résultat. Et on ne peut pas se baser d'abord sur aider gratuitement, chercher à avoir un résultat à tout prix, d'autant plus que ce résultat est incertain. Dans la santé, dans le milieu de la santé, c'est pas aussi simple que lorsqu'on veut vendre des canettes. Donc ce principe ne s'applique pas du tout aux soins. Aux soins, on a plutôt une obligation de donner les meilleurs moyens possibles avec les connaissances actuelles. Et en termes de résultats, il y a ce qu'on appelle l'aléa thérapeutique. On ne peut pas prévoir et en plus, sur certains médicaments, par exemple, les personnes réagissent tellement différemment les unes des autres, on ne peut pas prédire ça. Quand Hermosi parle de conclure une vente, il parle vraiment d'argumentation et de persuasion. Et c'est très dérangeant la vente comme notion, surtout dans la culture française. C'est pas comme la culture américaine où la vente c'est la base. Et pourtant la vente c'est quelque chose d'important parce que c'est l'adéquation d'une offre et d'une demande. Et un bon vendeur normalement ne doit pas vendre aux gens ce qu'ils n'ont pas besoin. Il doit réussir à identifier quel est le besoin de la personne et lui donner le bon produit par rapport à son réel besoin. Mais le problème c'est qu'on confond tellement besoin et envie que beaucoup de gens s'achètent plein de choses dont ils n'ont pas vraiment besoin, voire même ils n'utilisent jamais. Et ça, c'est vraiment des mauvaises ventes. Dans le soin, c'est un peu pareil. Il y a des gens qui achètent des choses dont ils n'ont pas vraiment besoin, en croyant que ça va leur faire du bien à la santé, et ils passent à côté de choses qui pourraient vraiment leur faire du bien. Donc il y a quelque chose de l'ordre de comprendre l'autre, et dans la persuasion autour de prendre un médicament, ou de faire un acte technique, ou une chirurgie, ou une tâche thérapeutique en psychologie, qui nécessite quand même un mélange de convaincre de manière rationnelle et un mélange de persuasion émotionnelle. Et pour Hermosi, ça se résume à 6 items qu'on peut rendre parallèles aux soins. Le premier, c'est clarifier. Clarifier pourquoi la personne est là. C'est pas évident déjà, ce qui amène la personne à être là. 2, il appelle ça label the problem. Ça veut dire étiqueter le problème. C'est-à-dire, une fois qu'ils sont là, quel est le problème sous-jacent? Et qu'est-ce qu'ils aimeraient obtenir après? Et quels obstacles se présentent devant eux face à ce problème? C'est exactement pareil en psychothérapie. Ensuite, il parle de overview. Overview, ça veut dire l'équivalent, c'est l'histoire de la maladie. Comment a évolué cette douleur dans le temps et qu'est-ce que la personne a essayé de faire pour la résoudre. Là, ça donne l'information sur les produits concurrents. Et dans le soin, ça ne donne pas du tout d'infos sur la concurrence, ça donne des infos sur ce que la personne a expérimenté comme tentative de résoudre son problème, plus ou moins efficacement, voire pas efficacement du tout. Ensuite, il parle de sell the vacation. Ça veut dire, là c'est une analogie du milieu du tourisme, c'est quand on veut vendre des vacances, on va vendre l'expérience des vacances. On ne va pas juste vous allez aller à la plage, à la piscine. On va dire vous allez avoir du repos, vous allez avoir de la tranquillité, vous allez avoir de la sérénité. Mais là c'est pareil, il évoque quels seront les bénéfices réels attendus de ce produit, quitte à utiliser si besoin des métaphores. Et bien, l'utilisation de métaphores, c'est un moyen puissant de persuasion et c'est important aussi dans l'explication de n'importe quel soin. Je me souviens d'un anesthésiste, quand il essayait de rassurer les gens sur le risque anesthésique, il leur disait quand même, de nos jours, nos méthodes sont quand même très sécurisées pour assurer votre bien-être et votre sécurité au bloc opératoire. Ça veut dire que vous avez peur d'anesthésie, vous avez peur de ne pas vous réveiller. D'accord, ok, mais sachez qu'il y a plus de chances de vous faire mordre par un requin que d'avoir un accident d'anesthésie. Et cette métaphore m'avait paru très parlante et elle rassurait beaucoup les gens parce qu'ils savaient, ah bon d'accord, ah ouais, eh ben, vu que je me suis jamais fait mordre par un requin et que j'ai pas du tout l'intention de nager bientôt dans ces eaux-là, d'accord, donc en fait, peut-être que l'anesthésie c'est quand même relativement sûr, quoi. On retrouve ça dans le soin, dans la manière d'expliquer les soins, dans la manière d'expliquer les médicaments, dans la manière d'expliquer la chirurgie. C'est important de rappeler aux gens le bénéfice qui est attendu d'un traitement réel. C'est pas juste on va guérir votre maladie, c'est qu'est-ce que vous allez pouvoir refaire une fois que vous serez soigné, que votre problème aura disparu et que vous ne pouvez plus faire maintenant.
Une étape supplémentaire pour Hermosi, c'est expliquer et répondre aux objections. Et en fait, on retrouve quasiment les mêmes objections à acheter un produit qu'à se soigner. J'ai pas le temps de m'opérer, ou c'est pas le bon moment, ou ça coûte trop cher, ou c'est pas moi qui décide, ou j'ai des expériences passées négatives qui m'empêchent de faire confiance à ce produit ou à ce soin, ou carrément procrastination. Et c'est important en fait de comprendre aussi, de respecter. Quand par exemple quelqu'un n'est pas tout à fait prêt à une chirurgie, ça sert à rien de trop insister à l'opérer maintenant. Mais ça vaut le coup par contre de prendre le temps de comprendre quels sont les obstacles à cette chirurgie. Qu'est-ce qui fait que la personne imagine que c'est pas une bonne idée. Et si par exemple on retrouve quelque chose lors de voilà, j'ai eu un cousin qui est mort de cette opération, c'est important de rappeler que chaque personne est différente, chaque parcours de soins est différent, chaque maladie est différente. Et donc à ce moment-là, l'intention, c'est pas de vendre la chirurgie, mais c'est d'agir cette persuasion pour le bien du malade. Toute la différence, en fait, c'est qui va avoir un bénéfice de ça. Évidemment que si un chirurgien veut opérer des gens juste pour son propre bénéfice, au détriment des autres, là, c'est de l'abus de pouvoir. Mais s'il le fait dans l'intérêt du malade, avec les connaissances actuelles de la science, à ce moment-là, vous voyez, d'un point de vue éthique, c'est complètement différent. Quand bien même, pour le chirurgien, la chirurgie est son gagne-pain. Quand même. Et enfin, la dernière étape pour Hermosi, c'est R, Reinforce. C'est de renforcer la décision, encourager, accompagner et rendre l'expérience même du client plus facile à gérer. Donc des étapes toutes tracées, des protocoles. C'est la même chose dans le soin. À partir du moment où la personne est d'accord pour une chirurgie ou un soin, c'est bien d'avoir un parcours tracé qui est facile à suivre, où les étapes sont connues d'avance et peuvent être faciles à expliquer et donc faciles à comprendre. Après, quand Hermosi parle des marges, il parle vraiment de la rentabilité. Et en quoi la rentabilité c'est important? C'est lié à la financiarisation de la médecine. De plus en plus, la médecine est investie par des investisseurs financiers. Ça entraîne des enjeux éthiques très importants où le médecin doit absolument rester indépendant de ses décisions médicales. Et en même temps, la personne qui est propriétaire du centre de santé va avoir des objectifs de rendement, sinon il ne lancera pas l'activité. Et donc on doit faire avec la financiarisation, c'est un peu comme l'industrialisation des autres secteurs, par exemple de la technologie ou du transport. L'arrivée de la financiarisation est en lien direct avec l'industrialisation d'un secteur. Et la médecine n'en est pas exempte. Pour en savoir plus, je vous invite à lire les travaux de Nicholas Cummings. Quand Hermosi parle des marges, il dit voilà la liste des manières d'augmenter les marges. Augmenter le prix, réduire les coûts, créer un système d'abonnement, vendre quelque chose en plus du premier produit, comme si à l'occasion du chien, on vous vend aussi la laisse. Favoriser l'achat en grande quantité, comme par exemple si vous en achetez 5, ça vous reviendra moins cher à l'unité. Augmenter la qualité grâce à un bonus, donc vous avez acheté un produit 1, mais si vous payez 20% en plus, vous aurez le même produit mais en meilleure qualité, ou avec un bonus en plus, un produit supplémentaire qui va augmenter la qualité du produit. Mais ça peut aussi être de réduire la quantité. On peut garder le prix pareil, mais en fait réduire la quantité vendue. Et on peut aussi réduire la qualité, c'est-à-dire créer une version du produit low cost. Ces principes-là ne s'appliquent pas du tout à la santé. On ne peut pas créer des abonnements de chirurgie, on ne peut pas créer des abonnements à la médecine, même si dans certains pays c'est possible. Je me souviens justement aux États-Unis d'un médecin généraliste qui avait créé un abonnement, c'est-à-dire les gens s'abonnaient à $200 par mois et ils avaient accès à l'appeler 24 heures sur 24 quand ils voulaient, même quand ils étaient en déplacement. Et ils avaient une quantité de rendez-vous avec leur généraliste illimitée. C'est un modèle de travail que je n'ai jamais vu ailleurs. Il se limitait à je ne sais plus combien, X patients soignés qui étaient sous abonnement. En France, ça ne se fait pas. Par contre, la notion d'augmenter les prix, réduire les coûts, elle a un sens en fonction de la région où vous exercez, des loyers pratiqués. Et en fait, la médecine ne doit pas être exercée comme un commerce, mais la réalité du terrain fait qu'il faut quand même payer les charges. Donc ces considérations de financiarisation sont inévitables du point de vue de l'évolution de notre société. Quand Hermosi parle des freins à l'achat, il dit les gens peuvent ne pas savoir quel est le problème, comment le résoudre, quand le résoudre, pourquoi le résoudre, ou il y a un obstacle qui les freine. C'est un peu pareil en médecine. Parfois, les gens ne savent pas ce qu'ils ont, ne savent pas comment le résoudre, ne savent pas quand le résoudre, ne savent pas pourquoi il faut le résoudre, et voire il y a un obstacle qui les bloque. C'est intéressant de questionner ça dans le soin pour mieux adapter nos prises en charge.